Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va bien. Je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour faire cette petite vidéo qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, encore une fois, des contes de foot, des histoires, etc. Mais étant donné que la Coupe du Monde arrive dans quelques semaines, le timing était parfait pour réaliser cette vidéo. Il a pas tort. On est à la 21e édition de la Coupe du Monde, donc forcément il y a des petites histoires, des anecdotes à raconter, et j'en ai trouvé pas mal en faisant des recherches, des histoires complètement folles que je vais vous raconter aujourd'hui. On va faire ça dans l'ordre chronologique, donc c'est parti pour la première histoire. Et si l'équipe de France allait au Qatar en paquebot, ça pourrait être une bonne option. En tout cas en 1930, c'était la solution la plus abordable pour permettre aux sélections européennes de rejoindre l'Uruguay pour y disputer la première Coupe du Monde de l'histoire. 2000 personnes sont attendues sur le géant des mers parti de Gênes, avec à son bord les Roumains, les Français et les Belges. Les Français étant montés lors de l'escale à Villefranche-sur-Mer. 2 bonnes semaines de traversée pour rallier l'Amérique du Sud, l'inconnue complète pour tous ces joueurs qui sont encore amateurs, puisque la France à l'époque est complètement en retard par rapport à ses voisins et n'a pas encore franchi le pas du professionnalisme. La France devait même pas aller à la Coupe du Monde et doit sa participation à l'influence de Jules Rimet, ancien président de la Fédération française de football association et désormais à la tête de la FIFA. C'est lui avec Henri Delaunay qui sont à l'initiative de la première édition du mondial. Pas mal, non? C'est français. L'amateurisme de la sélection française est un vrai problème puisqu'à l'époque en fait, il fallait convaincre les employeurs de chacun des joueurs de les libérer le temps de la compétition. Entre les 2 semaines de bateau, le mois de compétition et les 2 semaines pour le retour, fallait compter au moins 2 mois d'absence. Militaires, fonctionnaires, musiciens, ouvriers, tous les corps de métier y passent et beaucoup ne peuvent pas se permettre 60 jours de compétition sur place. Au final, la liste retenue est composée seulement de 16 joueurs, la plupart étant très jeunes avec moins de 3 sélections au compteur, accompagnés de 2 entraîneurs et 1 médecin. En gros, le minimum syndical. À bord du SS Conteverde, qui récupère également les Brésiliens à Rio de Janeiro, les joueurs se préparent comme ils le peuvent, sur le pont, à la piscine ou dans la petite salle de gymnastique mise à leur disposition. C'est justement le contexte de cette image où l'on voit Edmond Delfour sauter par-dessus des chaises pour garder la forme. Le futur capitaine du Racing Club de Paris a été chargé de l'entretien physique des joueurs français et mettre à contribution le mobilier sommaire du paquebot. Un petit 110 mètres huée, pieds joints pour se réchauffer un peu les cuisses avec un pantalon et un pull colvé pour éviter d'attraper froid. Tout ça au beau milieu de l'océan. Tout ça avant d'aller disputer une Coupe du Monde. L'écart est bien sûr abyssal par rapport aux préparations des sélections modernes. Ah oui, hein? Une image qui vaut 1000 mots et pas mal de souvenirs. Cette anecdote est d'ailleurs disponible dans la première édition de Tiki Taka, un média que vous allez recevoir par mail en vous inscrivant juste ici. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Il faut savoir qu'à l'époque, le trophée de la Coupe du Monde, celui-ci, était une pièce unique et il était remis en jeu à chaque fois. Le trophée baptisé Jules Rimet avait été emmené pour la première fois sur le paquebot en 1930 et il mesurait environ 35 cm pour un poids de 6 kg. Le pays vainqueur pouvait en profiter pendant 4 ans avant de le ramener pour l'édition suivante. En 1934 et en 1938, l'Italie gagne la Coupe du Monde, donc le trophée reste là-bas. Il est précieusement gardé dans un coffre-fort d'une banque dans la capitale italienne. En 1942, l'édition est annulée à cause de la guerre évidemment, puisque personne ne peut accueillir la compétition, donc le trophée reste bien au chaud en Italie et attire forcément les convoitises. Quand le régime italien s'écroule en 1944, Adolf Hitler veut mettre la main sur le trophée et ordonne des perquisitions chez quasiment tout le monde lié à la fédération italienne, notamment monsieur Ottorino Barassi. Barassi, c'est un dirigeant italien qui avait œuvré pour la mise en place du mondial en 1934 et il est depuis peu commissaire de la fédération italienne. Et ce monsieur est allé récupérer dans le secret le plus total la Coupe du Monde qui était dans le coffre-fort pour la ramener chez lui et la mettre en sécurité. Sauf que les nazis en sont persuadés, c'est lui qui a ce fameux trophée, c'est lui l'officiel qui est allé à la banque pour le récupérer, c'est lui qui le cache précieusement dans son domicile. Tous les joueurs italiens sont perquisitionnés, les Allemands viennent à plusieurs reprises chez Barassi, mais rien n'y fera, Hitler n'en verra jamais la couleur et la Coupe du Monde restera en Italie jusqu'en 1950. Elle était tout simplement dans une boîte à chaussures cachée juste en dessous du lit d'Ottorino Barassi. Les nazis ne l'ont jamais trouvée. Oh, il est fort! Au Brésil, 5 ans après la fin de la guerre, en 1950, Barassi est accueilli comme un héros évidemment, il a permis de préserver ce qu'il y avait de plus cher dans l'histoire de la compétition à l'époque. Le trophée est donc remis en jeu et ce sera l'Uruguay qui remportera la compétition, aux grandes dames des Brésiliens. Sans le courage d'Ottorino Barassi, la Coupe du Monde qui était passée dans les mains de légendes comme Luis Monti, Hector Scarone ou encore Giuseppe Meazza aurait très bien pu disparaître. Le 15 août 1947, l'Inde déclare son indépendance après de longues négociations avec les Britanniques. La Fédération indienne de football, créée en 1937, est donc rapidement affiliée à la FIFA et peut participer aux Jeux Olympiques de 1948, son premier match officiel perdu 2-1 contre l'équipe de France. 2 ans plus tard, l'Inde parvient à se qualifier pour la Coupe du Monde d'une manière un peu particulière,
puisqu'en fait les 3 équipes de la poule qualificative, à savoir la Birmanie, les Philippines et l'Indonésie, ont tout simplement déclaré forfait. Les Indiens, qui n'ont quasiment jamais joué ensemble pour des matchs officiels, se retrouvent qualifiés pour la plus grande compétition mondiale, sauf que cette équipe a une particularité que la FIFA a bien du mal à accepter. La plupart des joueurs indiens disputent les matchs pieds nus, sans aucune chaussure. Bon, a priori rien de scandaleux, ils font un peu comme ils veulent, ils avaient déjà joué contre les Bleus au JO pieds nus et ça n'avait pas trop posé de problème. Qui plus est pour un mondial organisé au Brésil, au pays du foot sur la plage, du foot dans la rue, où tout le monde joue un peu pieds nus. Mais la FIFA ne veut rien savoir et le règlement est très précis. Toutes les équipes doivent jouer avec des crampons et il n'y aura pas d'exception à la règle. En 1938, Leonidas, un Brésilien, avait déjà essayé de retirer ses crampons en plein match car il considérait que le terrain était trop boueux, mais l'arbitre avait refusé. Du coup, même si officiellement l'Inde est qualifiée, il se retire de la compétition car le règlement leur interdisait de jouer comme il le voulait. Bon, ça c'est pour la raison un peu insolite, mais il y avait aussi de grosses questions financières, des problèmes de préparation et la peur aussi peut-être d'aller là-bas et de se prendre 3 énormes roustes. L'Inde devait jouer contre l'Italie, la Suède et le Paraguay, 3 adversaires très coriaces, mais la fédération a préféré dire non. Une décision qui doit bien les faire aujourd'hui, puisque l'Inde depuis n'a jamais participé à un mondial. Le mondial 62 s'est déroulé au Chili, mais il n'aurait pu jamais avoir lieu. Quelques mois avant le début de la compétition, un gros tremblement de terre a frappé le pays et a détruit de nombreux stades et bâtiments censés accueillir les matchs et les participants à la Coupe du Monde. Le Chili a pu tout reconstruire à temps, une prouesse étant donné les dégâts considérables faits par le tremblement de terre, mais ça n'a pas empêché nos chers amis italiens, 2 journalistes, de dézinguer complètement le pays en disant tout simplement « c'est une aberration d'organiser une Coupe du Monde dans un pays aussi peu développé ». Les Chiliens, après tout ce qu'ils ont mis en place pour essayer de tenir le mondial, ça leur plaît pas du tout et les 2 journalistes italiens sont tout simplement renvoyés chez eux. Et ça tombe plutôt bien puisque dès les phases de poule, il y a un petit Chili-Italie avec des locaux bien énervés comme il faut. Les Italiens, pour ne rien arranger, prennent un peu le match à la légère et des joueurs comme Cesare Maldini, Omar Sivori et Gianni Rivera ne sont même pas titulaires. Très vite, le match tourne au ridicule, à l'affrontement total entre les 2 équipes qui n'ont qu'une idée en tête, se rentrer dedans à chaque action pour faire dégoupiller l'autre. On est en 62, donc à l'époque, il n'y a pas de carton jaune ni de carton rouge, c'est simplement l'arbitre qui peut décider quand il veut de virer l'un des joueurs. Devant les 66 000 spectateurs du stade national à Santiago, le match n'est pas très passionnant et 2 Italiens sont finalement mis dehors, dont un pour ce pied tellement dangereux. Il part de 3 mètres pour viser clairement le joueur chilien, l'expulsion est plus que méritée. Finalement, le Chili va gagner 2-0 avec 2 buts en fin de match et l'Italie sera éliminée dès les phases de poule. La police a dû intervenir à plusieurs reprises pour séparer les 2 équipes, pour accompagner les joueurs italiens au vestiaire, pour en finir pour de bon avec cette parodie de football. The game you're about to see is the most stupid, appalling, disgusting and disgraceful exhibition of football possibly in the history of the game. Les journaux italiens évidemment condamnent les décisions de l'arbitre et s'en prennent à lui dans la presse. Pour eux c'est un énorme scandale, la Squadra Azzurra n'aurait jamais dû perdre. Comme quoi les pays soi-disant sous-développés, ça joue aussi pas mal au football. La rencontre sera sobrement surnommée la bataille de Santiago et l'arbitre britannique Ken Aston sera à l'origine quelques années plus tard du projet de mise en place de cartons jaunes et de cartons rouges. Bon, officiellement c'est plus la Coupe du Monde 66 qui a fait l'onde de choc avec pas mal de joueurs blessés, mais quand même ce match est resté dans la légende. Il y a eu pas mal de matchs très violents dans l'histoire, mais celui-là a largement sa place dans le classement. C'est sûrement l'histoire la plus folle, la plus insolite que je vais vous raconter aujourd'hui, et certains doivent déjà la connaître. En 1966, le mondial se dispute chez nos amis anglais, et la coupe est présentée au public dans le Westminster Central Hall, pas très loin de Buckingham Palace, dans le cadre d'une exposition à Londres. Évidemment, le trophée est surveillé 24 heures sur 24, puisque la compétition commence dans quelques semaines, donc c'est pas le moment de se le faire voler. Vous le voyez venir, évidemment quelques jours plus tard, le trophée, il est plus là. Personne ne sait ce qu'il s'est passé, la fédération anglaise est complètement paniquée et on les comprend, mais la FIFA n'est pas mise au courant pour éviter que ce soit encore plus le bordel. Apparemment ce seraient les 5 agents de sécurité qui auraient été en pause en même temps, donc forcément il y a une bande de malfaiteurs qui sont venus et qui ont volé le trophée. Rien ne confirme officiellement cette hypothèse puisque il n'y a pas d'image, mais les Anglais partent à leur recherche du trophée, Scotland Yard est mis sur le coup et la ville de Londres est complètement ratissée au peigne fin, mais la recherche n'aboutit à rien. Personne ne sait ou n'a vu quelque chose, sauf les malfaiteurs qui envoient à la police un bout du trophée avec une demande de rançon de 50 000 livres, ce qui était une très belle somme à l'époque. Entre temps, la fédé anglaise a commandé une réplique exacte en se disant « Bon, personne n'y verra rien, on va la refiler au vainqueur et ce sera très bien comme ça ». Un des voleurs est finalement arrêté, mais la coupe quant à elle est toujours introuvable. La police fait face à de nombreux appels anonymes avec des récompenses à la clé. Elle fait face aussi à des petits rigolos qui appellent pour faire marrer les copains.
mais les recherches n'aboutissent à rien du tout. Sauf qu'une semaine après le vol, dans le sud de Londres, un passant et son chien se rendent au commissariat et disent clairement ils ont retrouvé la Coupe du Monde en se promenant dans une allée. Rapidement, le trophée Jules Rimet est authentifié et le jeune David Corbett raconte que c'est son chien qui l'a trouvé dans les buissons, à côté d'une voiture enroulée dans du papier journal. David a ouvert le colis et a vu des mots apparaître, Brésil, Allemagne, Uruguay, les 3 derniers vainqueurs. Il a directement reconnu le trophée et l'a ramené à la police. Un soulagement pour la fédé anglaise qui s'est quand même bien ridiculisé au passage. Le jeune chien Pickles devient une star en Angleterre. Il est invité le jour de la finale, le jour de la célébration du titre des Anglais et jouera même dans un film quelques mois plus tard. Une belle histoire qui se finit de la plus belle des manières. Celle-là aussi est plutôt connue puisqu'elle a fait grand bruit à l'époque, mais elle n'a absolument aucun sens. Nous sommes le mardi 23 mai 1978, du côté de la Gironde, quelques kilomètres au nord de Bordeaux. Michel Hidalgo quitte son domicile familial pour rejoindre Paris. On est à la veille du départ de l'équipe de France pour l'Argentine, qui doit aller disputer la 11e Coupe du Monde, et Michel Hidalgo forcément est attendu, puisqu'il était sélectionneur à l'époque. Bon, même si ça faisait 12 ans que l'équipe de France attendait de regoûter au parfum d'une Coupe du Monde, le mondial est sous le feu des critiques puisque la junte militaire a pris le pouvoir en Argentine et la FIFA ne s'est pas vraiment positionnée là-dessus. Notre cher Michel est donc en voiture tranquillement avec sa femme, mais il aperçoit très vite que quelqu'un le suit, que quelqu'un va même le dépasser et va s'arrêter brusquement devant lui. Bizarre. À bord de cette Citroën GS, 3 hommes sortent du véhicule et emmènent Michel Hidalgo avec un flingue braqué dans le dos, dans un petit sous-bois à côté des 2 voitures. On est clairement sur une tentative d'enlèvement, de kidnapping, c'est juste hallucinant. Incroyable tentative d'enlèvement contre l'entraîneur de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo, alors qu'il se dirigeait en voiture vers Bordeaux ce matin. Hidalgo se retrouve dans un sous-bois avec 3 mecs qui apparemment parlent français, mais avec un accent espagnol. Bonjour. Ouais, toi. Ça va? Sauf que très vite, une voiture passe derrière eux, ce qui détourne l'attention des malfaiteurs. C'est le moment idéal pour Michel Hidalgo, qui sent bien qu'il n'a pas affaire à des professionnels non plus, donc il se retourne, il claque la meilleure balayette de sa vie, et il récupère le pistolet qui est tombé par terre. C'est n'importe quoi. Du coup, les mecs ils prennent la fuite forcément, il y a d'autres voitures qui arrivent, donc il est temps de partir. Michel Hidalgo revient tranquillement dans sa voiture, il passe au commissariat, il fait une déposition, et il arrivera à Paris à temps, en prenant l'avion et pas le train, puisque il a raté son train. C'est une histoire pas du tout comme les autres, mais elle est tellement lunaire, tellement absurde, que je pouvais pas la laisser passer. Hidalgo sera forcément impacté émotionnellement par cet événement. Et je pensais que c'était quand même qu'il me restait que peu de temps à vivre. Et il va longuement hésiter à aller à la Coupe du Monde, mais finalement il sera bien là pour aider l'équipe de France. Malgré l'identification de la voiture, la police ne retrouvera jamais les personnes impliquées et le motif ne sera jamais vraiment révélé, l'hypothèse la plus probable étant que ce soit un groupe qui milite contre le déplacement de l'équipe de France en Argentine. La bande à Platini sera bien de la partie, mais sera éliminée dès le premier tour par l'Italie et l'Albiceleste, les prémices de la grande époque des Bleus, au début des années 80. Quelques années après le vol s'étant déroulé à Londres, le Brésil remporte la Coupe du Monde 70 et ce sera le dernier mondial avec ce trophée Jules Rimet. La FIFA a commandé une nouvelle coupe, celle que l'on connaît aujourd'hui, et Franz Beckenbauer sera donc le premier joueur de l'histoire à pouvoir la soulever en 1974. Ce qui fait donc du Brésil le dernier vainqueur du trophée Jules Rimet, donc il a le droit de la garder chez lui. En plus de ça, le Brésil en a gagné 3, recordman à l'époque, donc selon plusieurs théories, c'était la règle retenue à l'époque, mais rien n'est vraiment confirmé. Toujours est-il que la coupe est préservée au Brésil à Rio, au siège de la Confédération brésilienne de football. Vous la voyez venir forcément quelques années plus tard, en 1983, le trophée qui était bien au chaud, il disparaît. Comme par hasard. Il y avait une grosse vitre pare-balles devant le trophée, mais derrière c'était une simple planche en bois, donc il y a un groupe de malfaiteurs qui s'est ramené avec un pied de biche et qui l'a récupéré. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, personne n'a rien vu sauf le gars de la sécu qui s'est fait ligoter. Le trophée le plus mythique de l'histoire à l'époque a disparu et ce sera la dernière fois qu'on aura la chance de l'observer. Malgré quelques recherches lancées par Pelé auprès de la population, malgré l'annonce du décès de l'un des suspects quelques années plus tard, le trophée Jules Rimet est toujours introuvable et on n'a aucune piste pour essayer de le retrouver. Donc si vous vous baladez dans un parc et que vous tombez sur un truc qui ressemble à ça, prenez-le, il y a peut-être quelques billets à se faire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire des formats un peu différents des comptes de foot ou des compétitions par exemple, pour diversifier un peu le contenu et pour faire autre chose de la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Rendez-vous jeudi à 18 h pour la sortie de la 2e édition de Tiki Taka. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.